Merci beaucoup tout le monde d'être venu à notre conférence sur la philosophie révolutionnaire du marxisme. C'est aussi l'occasion pour nous de lancer un nouveau livre qu'on est très fiers d'avoir publié en français. C'est le livre d'Alan Woods sur l'histoire de la philosophie marxiste. En fait, l'histoire de la philosophie en général et d'un point de vue marxiste. Donc, on en a des copies à l'avance. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Si le contenu de la présentation vous a captivé et que vous voulez en savoir plus, on parle de philosophie, mais peut-être que pour certains, ça peut sembler un peu étrange que des militants révolutionnaires comme nous qui veulent renverser le capitalisme, on soit là à parler de philosophie. Parce que souvent, il y a comme un préjugé que la philosophie, c'est vraiment quelque chose de déconnecté, de théorique, c'est très abstrait, puis c'est juste réservé à l'élite, sur des intellectuels. Mais ça, je pense que c'est pas vraiment ça, la philosophie en général. Là. La philosophie, c'est juste la façon dont on interprète les événements, le monde autour de nous, tous les jours. C'est comme ça qu'on donne un sens à toutes ces choses-là. C'est quelque chose qui est vraiment concret, en fait. C'est nécessaire pour vivre, je pense. Derrière toutes nos actions, que ce soit aussi banal que se lever le matin, il y a une philosophie, un sens philosophique. C'est juste que la plupart du temps, on n'en est pas vraiment conscient, en fait. C'est l'environnement dans lequel on est, la société, la plupart du temps, qui va comme nous dicter quels principes philosophiques on va suivre. Par exemple, nous, en ce moment, on vit sous le capitalisme. Puis, en général, pourquoi on se lève le matin? C'est parce qu'on a des jobs ou on va à l'école pour avoir des jobs dans le futur. On fait ça pour survivre, évidemment, payer les factures. C'est aussi parce qu'on pense qu'on va faire comme avancer notre carrière, comme ça, avoir du succès, réaliser nos rêves, s'émanciper, des affaires comme ça. Mais déjà, là, on est vraiment en terrain philosophique, en fait. C'est quoi le succès? C'est quoi s'émanciper? Est-ce que c'est juste individuel? Est-ce que c'est vraiment une question comme d'argent, de carrière? Y a-tu quelque chose de plus à la vie que genre la routine métro, boulot, dodo, puis notre petite personne? Je pense que tout ça, c'est des questions qu'on peut passer un certain temps sans se poser ces questions-là, puis juste se laisser entraîner par la société. Mais à un fil du temps, la réflexion philosophique a fini par nous rattraper. T'sais. C'est le cas quand il y a des grandes difficultés, comme admettons qu'il y a une récession à la société puis qu'on perd notre emploi. Ça met notre vie à l'envers. Mettons que en ce moment, le prix des loyers, de la nourriture est rendu tellement élevé qu'il faut faire comme des sacrifices personnels importants juste pour vivre. À ce moment-là, on n'a pas le choix de se poser des questions philosophiques. T'sais. On n'a pas le choix de se demander c'est quoi le sens que tout ça peut avoir? Est-ce que ça a vraiment du sens que pendant qu'on fait des sacrifices importants juste pour vivre, cette année, en 2023, les plus grands PDG au Canada, ils ont gagné en 1 heure, seulement 1 heure, le salaire annuel moyen d'un Canadien pendant toute l'année. C'est fou, là. Est-ce que ça a du sens de faire des études, de s'engager dans une carrière à long terme, de vouloir avoir des enfants, des affaires comme ça, quand tous les scientifiques, à chaque année, nous disent que notre système économique est en train de menacer d'extinction l'humanité, puis qu'on fait rien pour le changer? Je pense que ça n'a pas de sens. Je pense qu'on voit qu'on vit dans un monde qui est en crise, puis c'est de plus en plus difficile pour les gens de l'ignorer. En plus de l'inflation et de la crise climatique dont j'ai parlé, il y a eu la guerre en Ukraine l'année passée, puis encore en ce moment. Il y a la pandémie, la montée de politiciens démagogues racistes un peu partout, comme Trump. C'est là que je pense que la philosophie est vraiment cruciale. Parce que quand on est dans des périodes de crise sociale comme ça, il peut y avoir peut-être deux façons de réagir, je dirais. D'un côté, on peut comme vouloir fuir le monde, essayer de nier la réalité là, qui serait comme trop difficile à supporter. Mais de l'autre côté, je pense qu'on peut essayer de développer une approche philosophique pour faire face au monde comme il est vraiment, le comprendre rationnellement, puis être en mesure de mieux le changer après. Puis quand on regarde l'histoire de la philosophie, ça, je pense que ces deux attitudes-là, ça correspond à des tendances, des grandes tendances dans l'histoire de la philosophie. C'est l'idéalisme et le matérialisme. Donc, c'est quoi ça, l'idéalisme et le matérialisme? Ben, en gros, c'est juste deux façons de concevoir le rapport entre nos idées puis la matière. Toutes les philosophies dans l'histoire, peu importe comment ils sont élaborés, compliqués,
ça va nécessairement impliquer une ou l'autre de ces deux façons de voir les choses-là. Comme je viens de le dire, ça va avoir des conséquences assez importantes sur la façon dont on agit, dont on interprète le monde. T'sais. C'est pour ça que c'est important, en tant que révolutionnaire, je pense, de comprendre cette question-là et de l'étudier. Donc, l'idéalisme, pour commencer, c'est quoi? C'est la croyance que c'est les idées ou la pensée, si on veut, qui vient avant la matière. Donc, les idées, c'est ça qui est plus vrai, qui est plus fondamental, puis la matière, elle, c'est juste un produit, comme un dérivé des idées. Un exemple vraiment typique de la philosophie idéaliste, c'est la philosophie de Platon, hein, le célèbre philosophe que vous connaissez probablement. Platon, pour lui, la réalité, c'est pas le monde matériel qu'on voit puis qu'on peut sentir, toucher, tout ça. Pour lui, la réalité, c'est comme les concepts des choses, ce qu'il appelle les idées avec un grand I. Puis ça, c'est des choses qu'on peut pas voir, qu'on peut juste accéder par la réflexion, l'intellect. C'est une philosophie que ça vient beaucoup avec comme un rejet du corps, un rejet des choses concrètes. Parce qu'on va essayer de comme se distancer de ça pour atteindre la vérité par la réflexion, dans le ciel des idées. Cette idée-là, comme le rejet du corps, se distancer comme ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans un autre type de philosophie idéaliste très répandue, qui est la religion. La religion chrétienne, par exemple, elle va nous dire qu'il faut en souffrir, accepter son sort dans le monde, ici et maintenant, pour que notre âme, après la mort, elle puisse quitter le corps, puis aller vivre éternellement dans un monde immatériel. Puis ce monde-là, après la mort, ça serait ça la vraie vie, supposément. Donc, ça vient d'où, cette espèce de rejet du monde-là? Ben, ça vient du fait que l'idéalisme, je pense que c'est une méthode qui est pas en mesure de comprendre le monde, en fait. Qui n'est pas en mesure de comprendre pourquoi les choses vont mal, par exemple, et comment on peut y remédier. Les explications idéalistes du monde, par exemple, ils vont nous dire que c'est Dieu ou un esprit qui est comme la cause des phénomènes qu'on observe. Ça peut être aussi des concepts, comme la fameuse nature humaine qu'on entend souvent, ou sinon des affaires comme le bien, le mal. Mais le problème avec ça, c'est que, je pense, expliquer les choses par des esprits, des concepts, des forces immatérielles, dans le fond, c'est pas une vraie explication, en fait. C'est ce qu'on appelle des fois une tautologie, dans le fond. C'est quand on demande c'est quoi la cause des phénomènes, on va dire « Ah ben c'est Dieu », par exemple. Mais après quand on demande « C'est quoi ça, Dieu », on va nous dire « C'est la cause des phénomènes ». Donc c'est comme un raisonnement qui est vraiment circulaire, puis qui nous amène nulle part en fait. Tout ce que ça nous permet de faire, c'est juste de comme contempler passivement des idées, puis de répéter comme des formules qui sont un peu creuses au final. Comme disait le philosophe Spinoza, ça revient à se réfugier dans l'asile de l'ignorance. Donc moi je pense que si on veut agir, si on veut transformer le monde, il faut adopter un autre point de vue, qui est celui du matérialisme. Donc l'idéalisme, c'est les idées avant la matière. Mais c'est quoi le matérialisme? Vous m'aurez vu venir, c'est la matière qui va venir avant la pensée et avant les idées. Donc l'univers, c'est entièrement composé de matière, puis la matière, elle n'a pas besoin d'être causée ou justifiée par une idée pour exister. Au contraire, c'est les idées qui ont besoin d'avoir comme un support matériel pour exister. Les idées, en fait, c'est le produit de l'évolution de la matière même. L'exemple qu'on peut prendre, c'est la conscience humaine, c'est le produit du cerveau. C'est l'interaction entre les neurones. T'sais. On n'a pas besoin d'autre chose, on n'a pas besoin d'un autre élément comme pour expliquer ça. C'est juste un phénomène qui émerge de la matière elle-même, au fil des milliers d'années d'évolution. Puis juste cette vision-là des choses, de voir ça de même, c'est révolutionnaire ça, parce que ça nous ramène vraiment dans la réalité, dans le concret, ça nous permet de la changer en fait. Puis c'est pour ça que dans l'histoire, le matérialisme, ça a été tout le temps associé à la science, à la lutte contre l'obscurantisme, puis à l'émancipation en général. Donc si on remonte un peu dans l'histoire, on voit que le matérialisme, on peut en trouver comme une forme primitive avec les premiers philosophes en Grèce. Donc c'est ceux qu'on appelle les pré-socratiques. Ces philosophes-là, ils étaient tous des matérialistes en fait. C'est à cause qu'ils étaient des matérialistes en fait, qui ont pu faire de la philosophie sans faire appel à comme des dieux
ou de la religion d'une quelconque façon. On avait Thalès de Milet, par contre, un philosophe, qui lui voyait l'eau qui passait de différents états, donc solide, liquide, gazeux. Puis là, de ça, il tire la conclusion qu'on pouvait expliquer tout par l'eau. L'eau, c'est comme un principe qui est derrière toutes les choses, puis tout, dans le fond, c'est juste des différentes transformations de l'eau. T'avais d'autres philosophes qui pensaient que c'était d'autres éléments, là, comme l'air, le feu, quelque chose qu'ils appelaient l'indéterminé aussi. Puis tout ça peut sembler un peu naïf là, comme conception du monde, mais c'était vraiment une anticipation très intelligente, en fait, du concept de la matière en général. Parce que eux autres, ils parlaient de l'eau, des éléments comme ça, mais au final, ça faisait juste référence à la matière qui ne peut pas être créée ni détruite, mais qui est constamment transformée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais surtout, c'est important parce que c'est la première fois que ces gens-là ils expliquaient la nature par la nature elle-même, puis pas avec des forces surnaturelles à l'extérieur de la nature. Donc, c'est vraiment sur cette base-là que la philosophie antique, après ça, elle a pu se développer. Maintenant, si on fait un bond dans le temps, on peut voir aussi que le matérialisme, ça a joué un rôle vraiment important pour sortir l'Europe du Moyen-Âge, puis des dogmes de la religion chrétienne en particulier. Le Moyen-Âge en Europe, vous savez probablement, c'était une période de stagnation culturelle puis de recul sur le plan scientifique. Au début du Moyen-Âge, il y a eu comme une période, je pense, de 1000 ans pendant laquelle il n'y a eu aucune nouvelle invention à part le moulin à eau et le moulin à vent. La philosophie était vraiment vue comme quelque chose qui servait la théologie, puis l'étude de la religion. Donc c'est une servante de la théologie, comme disait Thomas d'Aquin, un théologien. Puis la science était vraiment vue avec suspicion. Mais à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, on a le développement de l'agriculture puis du commerce, puis plus largement, on a l'arrivée du capitalisme. Puis ça finit par amener des nouvelles avancées scientifiques. Donc on a l'invention du télescope, du microscope, la découverte de la circulation du sang en médecine, par exemple. Toutes ces affaires-là, ça va mettre de plus en plus de pression sur les idées dominantes religieuses. Donc, dans ce contexte-là, on a beaucoup de penseurs qui vont comme redécouvrir les idées des Grecs matérialistes. Puis en faisant ça, ils vont en fait jeter les bases pour renverser toute la société féodale au grand complet. On a des gens comme Francis Bacon, par exemple, qui ont joué un rôle important pour développer la méthode scientifique, ramener la science dans comme l'observation, les expériences, ça. Mais on a d'autres aussi, des philosophes rationalistes, qu'on appelle, qui ont développé des idées vraiment avant-gardistes, comme Spinoza, que j'ai mentionné tantôt, et Giordano Bruno. Ils pensaient, un peu comme les premiers philosophes grecs, qu'il y avait seulement un principe qui expliquait le monde. Pour eux, c'était Dieu ou la nature. Donc, Dieu et la nature, c'était la même chose pour eux. Puis ça, c'était une idée qui était quand même vraiment progressiste à l'époque, parce que ça voulait dire que Dieu, dans le fond, c'était plus quelque chose que seulement les prêtres, genre les élites de la société pouvaient connaître. C'était quelque chose qu'on pouvait étudier, observer, parce que c'était juste le monde, l'univers. Puis en l'étudiant, on pouvait devenir plus libre. Puis ça, ben, l'Église a trouvé ça vraiment dangereux. On a Giordano Bruno qui s'est fait emprisonner et brûler vif après. Puis Spinoza a été persécuté toute sa vie là, par les autorités de l'époque. Donc c'est ça, on va avoir toute une série de penseurs matérialistes, courageux, qui vont remettre en question la religion. Puis ça va culminer avec ce qu'on connaît souvent sous le nom du siècle des Lumières, le 18e siècle, et la fameuse Révolution française de 1789. Donc, la Révolution française, c'est pas la seule révolution qui a comme voulu abolir la monarchie, le système féodal. Il y en avait eu d'autres avant. On avait eu des révolutions en Angleterre, par exemple, ou aux Pays-Bas.
Mais ce qui faisait qu'elle était spéciale, cette révolution-là, c'est que c'était la première révolution qui avait été faite vraiment comme au nom de la raison et de la liberté universelle. T'sais. On avait comme la déclaration des droits de l'homme. Et donc, il y avait vraiment comme une volonté de faire une époque nouvelle pour toute l'humanité. C'était pas juste la France. Donc, on voulait créer un système rationnel, sans injustice, sans oppression, puis aussi sans religion. Mais, bon, évidemment, vous voyez un peu venir que la Révolution française, ça n'a pas amené ce monde-là sans injustice, sans oppression. Aujourd'hui, on le voit, l'obscurantisme est encore très présent. Il y a encore de l'exploitation, des crises partout dans la société, des guerres, de la pauvreté. C'est vraiment comme la question, la grande question peut-être à laquelle l'humanité fait face depuis le 19e siècle, je dirais, c'est vraiment comme pourquoi est-ce que ces grands progrès-là, ces grandes révolutions, ça n'a pas amené ce que ça avait promis, ce monde-là plus rationnel. Donc, c'est comme la grande question qui est en trame de fond. T'sais. Mais peut-être avant d'aller dans l'aspect plus politique et économique de ça, je pense qu'il faut remarquer que, encore d'un point de vue philosophique, il y avait des problèmes avec le matérialisme des Lumières puis de la Révolution française. Parce que leur matérialisme, en général, c'était pas un matérialisme qui était conséquent avec lui-même. Il n'allait pas jusqu'au bout dans sa lutte contre l'idéalisme. Beaucoup de matérialistes, à cette époque-là, étaient encore influencés par les conceptions de l'idéalisme, qui cherchaient comme des idées fixes et éternelles. Et donc, ils essayaient de comme imposer cette espèce de fixité-là à la matière aussi. Ça se transposait dans leur vision de la matière. Puis ça a donné un matérialisme qui était très mécanique. Donc ça, c'est une pensée, la pensée mécanique, qui est bien représentée par les idées de Isaac Newton. Donc Newton, c'est un des scientifiques les plus importants de l'histoire, que vous connaissez peut-être. C'est lui qui a découvert la gravitation universelle, les lois de la mécanique classique en physique, puis aussi co-découvert le calcul infinitésimal en mathématiques. Mais malgré tout ça, le paradoxe un peu, c'est que Newton était vraiment religieux comme personne. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que pour Newton, l'univers, sa conception du monde, c'était comme une grande horloge. C'est un grand mécanisme super complexe dans lequel tout fonctionne parfaitement pour l'éternité. Puis en accord, évidemment, avec les lois de la gravité et de la mécanique classique. Donc, lui-même, Newton, il disait la gravité, ça explique le mouvement des planètes, mais ça ne peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Fait que c'est là qu'on voit le problème avec cette vision-là du monde, c'est que ça prend comme une impulsion extérieure, si tu veux, pour mettre ce monde-là en mouvement. Puis, pour Newton, c'était Dieu, cette impulsion-là. Donc, c'est pour ça qu'il était religieux. C'est le problème qu'il y a avec cette vision mécanique-là du monde. C'était juste la conclusion logique de ça, en fait. Puis, aujourd'hui, étonnamment, il y a encore beaucoup de gens en sciences qui ont cette vision mécanique du monde-là. Même s'ils ne croient pas en Dieu comme Newton, là. C'est une position qui est vraiment inconséquente, parce que ça finit toujours par réintroduire la religion par la porte d'en arrière, d'une façon ou d'une autre. Puis d'ailleurs, ça, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails là-dessus, mais c'est une position qui est comme en contradiction de plus en plus avec les découvertes de la science moderne. Par exemple, la mécanique quantique, la relativité générale avec Einstein, et tout ça, puis des choses comme la théorie du chaos en mathématiques aussi. En fait, tout ça vient nous dire, c'est que on peut pas comme imposer à la nature des schémas qu'on a déjà comme conceptualisés dans notre tête. La matière ou l'univers, c'est quelque chose qui est souple, qui est comme imparfait, c'est constamment en mouvement et c'est plein de contradictions. Ça, c'est des idées qui sont vraiment importantes parce que c'est pas, en fait, c'est nos schémas qui doivent s'adapter à la matière. C'est pas la matière qui doit comme s'adapter à nos schémas. Puis ça, je pense que la personne qui a mieux compris ça parmi les philosophes des Lumières, donc pour revenir à ça, paradoxalement, c'est pas un matérialiste, c'est un philosophe idéaliste. Donc le philosophe Hegel, qui était le professeur de Marx. Donc Hegel
malgré tous les problèmes qu'il pouvait avoir dans sa philosophie, il a vraiment fait une bonne critique en fait, de la pensée comme mécanique et c'était une révolution à son époque. C'est lui qui a popularisé l'idée dont on parle souvent en tant que marxiste, qui est la pensée dialectique. La pensée dialectique, qu'est-ce que ça dit? C'est essentiellement que les choses sont en mouvement, puis les choses bougent et se transforment à cause qu'il y a des contradictions qui existent dans les choses entre des forces opposées. Donc, la dialectique, c'est comme une façon de concevoir le mouvement et la contradiction. Puis c'est une idée que c'est pas Hegel qui l'a inventée, c'est vieux comme le monde, là, ça remonte aux philosophes de la Grèce antique, mais on peut aussi retrouver des traces de ça dans plein de philosophies orientales, par exemple dans la philosophie chinoise, des affaires comme ça. Par exemple, le philosophe grec Héraclite, à son époque, il disait des phrases comme « On se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, parce que tout est constamment en changement. » Il disait « Toute chose est et n'est pas, parce que tout est flux. » Donc, ça peut sembler un peu comme incohérent, contradictoire, comme affirmation. Dans le fond, c'est juste parce que ça s'oppose au gros bon sens, à ce qu'on appelle la logique formelle dans la vie de tous les jours. Ce que ça nous dit, ça, le gros bon sens, hein, c'est que A est égal à A. Ça, c'est le principe d'identité. Moi, par exemple, je suis moi-même. Je ne suis pas autre chose que moi-même. C'est très logique. Mais pourtant, en ce moment, au moment où je prononce cette phrase, il y a comme énormément de micro-changements qui se passent dans moi au niveau des cellules et tout ça. Puis il y en a tellement même qu'à un certain point, toutes mes cellules vont avoir comme remplacé à 100% toute la matière qu'elles contiennent. Et donc, je vais être à 100% transformé. Donc, je suis pas la même personne, en fait. Donc, c'est pas vrai que je suis moi-même. Je suis une autre personne, t'sais. Mais, en même temps, on voit que c'est un peu absurde, t'sais. Il y a quand même une identité qui reste. Là. Je suis moi, je m'appelle Olivier. Le point ici, c'est que les choses changent et il y a des contradictions là-dedans. Si on veut comprendre les choses, il faut qu'on soit capable de voir ces contradictions-là, puis de les intégrer dans notre pensée. T'sais, si on pense de manière mécanique, puis qu'on essaie de comme évacuer les contradictions, on va être comme bloqué, on ne pourra rien comprendre. Une métaphore qui exprime bien ça, la pensée dialectique, c'est de dire que penser dialectiquement, c'est comme voir les choses comme un film, alors que penser de manière formelle, mécanique, c'est voir les choses comme une série de photos. Donc, c'est voir les choses comme des processus. Donc, pour revenir à Hegel, lui, c'est lui qui a enrichi cette dialectique-là, puis il l'a comme appliqué à l'histoire de la pensée humaine. Mais le problème avec Hegel, c'est que c'était un idéaliste, comme on a dit. Pour lui, la dialectique, c'était quelque chose qui se faisait juste dans l'esprit. C'était une évolution juste de la pensée. C'était séparé du monde, puis ça restait comme un système philosophique vraiment abstrait et un peu mystique. T'sais. C'est pour ça que si vous allez essayer de lire Hegel, des fois, c'est vraiment très obscur et difficile à comprendre. Mais au final, il y avait quand même quelque chose de rationnel là-dedans. Mais là, c'est ça, on se retrouve avec une incohérence. C'est que dans le système de Hegel, c'est qu'on a comme la méthode dialectique qui dit que les choses changent, il n'y a rien qui est éternel. Mais en même temps, tu avais le système de Hegel qui, lui, était comme supposé répondre à des questions pour toujours. T'sais. Donc, qui était supposé être la réponse définitive à la philosophie. Donc, Marx, lui, qui était l'étudiant de Hegel, il voyait ça, il voyait le problème, mais il voyait aussi qu'il y avait quelque chose de très révolutionnaire dans cette idée-là de dialectique. Il voyait que ça pouvait résoudre l'espèce d'inconsistance du matérialisme des Lumières. La dialectique de Hegel, dans le fond, c'est comme si en étant idéaliste, elle était comme renversée sur sa tête. Puis Marx, pour lui redonner une application concrète dans la pratique, puis la sauver, dans le fond, ben, il va renverser la dialectique, la remettre sur ses pieds, sur une base matérialiste. Fait que sur une base matérialiste et donc scientifique. C'est ça qui est important. Donc ça, ce que ça va donner comme philosophie, c'est la philosophie du marxisme, ce qu'on appelle souvent le matérialisme dialectique. Puis c'est quoi le matérialisme dialectique? Ben, c'est tout simplement le matérialisme qu'on suit un peu depuis tantôt dans l'histoire,
mais arriver à sa forme qui est comme la plus achevée, la plus conséquente avec elle-même. C'est une philosophie qui part de la nature à la place de partir des idées, puis qui correspond vraiment à comment la nature elle est, puis comment elle évolue. Parce que ce soit au niveau physique, ou même biologique, ou social, il y a des contradictions dans la nature. Par exemple, des choses qu'on peut dire, c'est qu'il ne peut pas avoir de lumière sans ombre. C'est comme des contradictions. Il ne peut pas avoir d'attraction sans répulsion, de positif sans négatif, de nord sans sud. Les contradictions sont partout, puis c'est ces forces opposées-là qui vont être comme le moteur de tous les changements et de l'évolution dans le monde. Par exemple, si on prend l'évolution des espèces avec Darwin, Darwin, il montre que les espèces, quand elles sont confrontées à des changements dans leur environnement, donc quand elles sont confrontées à des forces qui s'opposent à elles, elles s'adaptent. Et donc c'est comme ça qu'elles évoluent, à travers les contradictions comme ça. Marx aimait beaucoup les idées de Darwin. C'est pas pour rien, c'est parce que c'était profondément dialectique, c'est matérialiste comme idée, ça, l'évolution. La lutte des classes qu'on a vue à chaque époque depuis des millénaires. Donc, dans la société, il y a des différentes classes de gens qui ont tous des rapports différents aux moyens de production. Puis à cause de ça, ils ont des intérêts opposés. Par exemple, aujourd'hui, on a les capitalistes qui possèdent des entreprises et qui font travailler la grande majorité des gens, les travailleurs, qui, eux, possèdent rien d'autre que leur capacité à travailler. Avant ça, pendant le féodalisme, au Moyen-Âge, on avait des nobles qui exploitaient des serfs, les paysans. Puis avant ça, on avait l'esclavage dans l'Antiquité. C'est toujours, en fait, à travers l'opposition de ces classes-là, à travers leur lutte pour la survie, que les révolutions puis les grands progrès sociaux vont se produire. Donc, Marx et Engels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser cette vision-là, le matérialisme dialectique, c'est une vision globale du monde, ils vont l'utiliser pour répondre à la question que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est pourquoi est-ce que le siècle des Lumières, la Révolution française, ça n'a pas réglé les problèmes de l'humanité? Marx et Engels vont dire que c'est parce que les Lumières, dans les faits, c'était pas le triomphe comme de la raison sur l'obscurantisme, c'était juste le triomphe d'une classe sociale, en particulier, les capitalistes, sur une autre classe sociale, la noblesse. Donc, les droits de l'homme, puis tout ce dont on a parlé, au final, ça se résumait seulement à le droit à la propriété privée, c'est-à-dire le droit des capitalistes de dominer la société à travers leur argent, leur pouvoir économique, exactement comme des nouveaux rois. Donc, ils vont juste instaurer des nouveaux rapports d'oppression. Aujourd'hui, là, on le voit, peu importe ce que les libéraux prétendent, là, avec tous les beaux principes de l'impartialité, la démocratie, l'égalité des droits, la réalité très concrète qu'on vit, c'est qu'on est dans des sociétés très partiales, donc partiales en faveur des riches. On est dans des sociétés qui sont aucunement démocratiques, parce que les riches ont 1000 fois plus de leviers pour influencer la politique que les pauvres, puis les travailleurs. Puis des sociétés où l'égalité des droits, c'est vraiment juste une farce en fait, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont l'argent pour exercer leurs droits. T'sais. Donc, le capitalisme, il y a le système qui a été amené par les Lumières, la Révolution française, il a renversé le féodalisme au nom de la raison. Mais maintenant, il n'y a vraiment plus rien de système rationnel, en fait. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un système rationnel maintenant? Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est même souhaitable? T'sais? Donc, sur cette question-là, je pense que dans les dernières décennies, voire même le dernier siècle, il y a un débat un peu stérile qui s'est développé dans les sphères de la philosophie dominante, la philosophie bourgeoise, qu'on entend souvent à l'université, par exemple. Donc, on a comme deux tendances qui s'opposent, mais qui ont les deux toutes autant tort les unes que l'autre, je dirais. D'un côté, on a comme les
les vieux libéraux et conservateurs, qui vont défendre encore une version comme dégénérée des idées des Lumières, qui vont juste nous présenter le statu quo, dans le fond, puis la crise du système actuel, comme si c'était le progrès, genre. Donc ces gens-là sont vraiment de moins en moins crédibles plus on s'enfonce dans la crise, je pense. Ils sont comme un peu des prophètes qui nous disent tout le temps faites-moi confiance, ça va, le système fonctionne, je vous jure, donnez-moi juste encore 10 ans, vous allez voir, ça va être la victoire de la démocratie, un peu comme le Francis Fukuyama. Il disait ça souvent, que comme c'était après la chute de l'Union soviétique, c'était la victoire de la démocratie, puis que là on allait juste avoir la démocratie partout et que c'était la fin de l'histoire. Mais c'est un peu naïf. Il n'y a plus grand monde qui prenne ça au sérieux, je pense. Plus la crise continue. Mais d'un autre côté, l'autre tendance de la philosophie bourgeoise, c'est une tendance qui est plus critique, je dirais, qui est supposément comme de gauche, mais qui en réalité a vraiment pas grand-chose à nous offrir non plus. C'est une tendance qu'on peut peut-être regrouper sous le terme très large, très généreux là, de postmodernisme, qui est très, très dominant en ce moment, là, particulièrement à l'UQAM, ici. Là. Donc, c'est des tendances qui vont comme parfois critiquer le capitalisme, puis ils vont même très souvent critiquer l'hypocrisie de ceux qui défendent comme les idées des Lumières, puis la modernité, mais d'un point de vue capitaliste. T'sais. Donc ça, ils ont raison de le pointer du doigt, mais le problème, c'est que à la place de proposer une solution de rechange au capitalisme qui permettrait de comme vraiment atteindre les objectifs des Lumières, avoir une société rationnelle et tout ça, ben ils vont comme aller dans l'autre direction complètement, puis ils vont rejeter carrément les objectifs des Lumières. T'sais. Donc selon le postmoderniste, en fait, le problème, ça serait pas tant que les Lumières n'ont pas atteint leur but, le problème, ça serait plus que leur but était mauvais à la base. Hein. Donc, croire au progrès puis à la raison, par exemple, ça serait des choses un peu naïves, ça serait comme un préjugé moderne qu'on a, dont il faudrait se défaire comme pour passer à la prochaine étape, rentrer dans le 21e siècle. Mais en réalité, peu importe comment c'est présenté, ça revient juste à nier en bloc comme tout ce qui a été fait par les Lumières. Puis ça permet pas de les dépasser, en fait. C'est vraiment genre jeter le bébé avec l'eau du bain, t'sais. Ça équivaut plus à comme rejeter la science, en fait. C'est comme se ranger du côté du Moyen-Âge dans le combat entre le Moyen-Âge puis la modernité. T'sais. Fait que c'est cette philosophie-là, par exemple, qui va populariser l'idée que tout est relatif, puis que tout est juste une question de discours. Y a personne qui a vraiment raison, tu sais. Donc ça vaut pas vraiment la peine de se battre pour des idées, tu sais, parce que tout est juste une question de point de vue. Et donc on voit que c'est une philosophie qui finit par nous amener à des conclusions pessimistes quand même. Et ça sert bien les intérêts de la classe dirigeante, parce que ça nous maintient dans l'inaction, tu sais. Mais nous, on dit pas ça, les marxistes. Nous, on pense que c'est complètement irrationnel de comme jeter le bébé avec l'eau du bain, là. On pense que les grandes avancées sur le plan des idées et de la science dans l'histoire, ça s'est jamais fait en rejetant complètement ce qu'il y avait avant. Au contraire, ça s'est toujours fait en partant des avancées du passé, mais en les enrichissant, puis en les amenant à un autre niveau. T'sais. Par exemple, on a parlé tantôt de la pensée mécanique, puis Newton, mais Einstein, lui, en découvrant la relativité générale, il a comme remis en question la vision de Newton, mais il l'a pas rejeté complètement. Il l'a comme enrichi, puis il lui a donné une nouvelle forme, plus adéquate. Il a comme nié et conservé à la fois la science de Newton. Puis ça, c'est ce que fait le marxisme, en fait. On a une méthode qui se veut scientifique, puis c'est parce qu'on l'a pas sorti de nulle part, on l'a pas sorti de notre chapeau. C'est le fruit des siècles puis des siècles d'évolution, de développement dans la philosophie. Puis c'est pour ça qu'on s'intéresse autant à l'histoire, c'est pour ça qu'on en écrit des livres. Parce que c'est ça qui nous permet, après ça, que le marxisme puisse être un guide pour l'action, puis que ça soit fiable. Et c'est pour ça que le marxisme, en fait, c'est la seule philosophie en ce moment, je pense, qui peut nous permettre d'avoir des solutions, puis de rester optimiste face à ce qui s'en vient. T'sais. On peut partir des conditions matérielles du monde, des conditions concrètes,
Puis on peut voir après ça le potentiel, puis la capacité de le transformer, de dépasser l'espèce d'irrationalité puis de la société de classe dans laquelle on vit, la société capitaliste. On voit, grâce au matérialisme dialectique, qu'il existe déjà en ce moment une classe dans la société, les travailleurs, qui ont le potentiel de créer un monde meilleur, vraiment rationnel. Les travailleurs, ils possèdent rien à part leur capacité de travailler. Puis c'est la seule classe dans la société qui a besoin d'exploiter personne pour vivre. On est autosuffisant. On a tout intérêt à s'entraider. On a tout intérêt à développer la science, à vivre en harmonie avec la nature aussi, puis à produire pour les besoins humains et non pour le profit puis l'enrichissement d'une couple de capitalistes. En plus, le capitalisme maintenant, il a permis comme la mondialisation partout, puis le développement énorme de la technologie, ce qui, pour la première fois dans l'histoire, nous permet de comme vraiment créer une société d'abondance où on peut répondre. Objectivement, on peut répondre à tous les besoins de base des gens. La seule chose qui nous empêche, c'est vraiment les capitalistes qui défendent leur système, qui défendent leurs privilèges. Mais l'affaire, c'est que comme les travailleurs, on est l'immense majorité de la population, puis qu'on produit toute la richesse qui existe avec notre travail. Il n'y a pas de richesse sans le travail qu'on fait tous les jours. Ben, si on s'unit, la bourgeoisie, elle a beau dominer la société en ce moment, elle ne peut pas nous arrêter. On peut faire la révolution. On peut créer ce monde-là meilleur qui va comme réaliser, si on veut, les objectifs des Lumières dont on parlait tantôt. Puis je pense qu'on non seulement on peut, mais on doit être extrêmement optimiste par rapport à la possibilité de cette révolution-là. Parce que une révolution, en fait, c'est pas tant la question de si ça va arriver, c'est la question de quand ça va arriver, en fait. Puis, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? Ben, encore une fois, c'est la philosophie, parce que le matérialisme dialectique, ça nous permet de comprendre que les sauts révolutionnaires, des grands changements comme ça, c'est quelque chose qui existe objectivement dans la nature tout le temps. Par exemple, si on prend l'exemple du tremblement de terre. Un tremblement de terre, c'est quand deux plaques tectoniques se rencontrent. Hein? Il va y avoir deux forces opposées qui vont se rencontrer et se figer. T'sais. Puis là, pendant super longtemps, des siècles, on va avoir l'impression qu'il n'y a absolument rien qui bouge. Mais pourtant, sous la surface, il y a des tensions énormes qui s'accumulent dans les plaques tectoniques. Puis à un certain moment, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, toute cette pression-là va être relâchée, puis il va y avoir un tremblement de terre énorme. C'est ça, là. C'est exactement la même chose qui se passe dans la société, en fait. On a des forces opposées, les intérêts de la bourgeoisie, puis les intérêts des travailleurs, qui s'opposent, puis qui font accumuler de plus en plus de tensions dans la société. Il y a de plus en plus de problèmes qui surviennent, puis qui s'accumulent dans la tête des travailleurs. Puis pendant longtemps, on a l'impression que les gens sont comme satisfaits du système, que les gens sont relativement conservateurs, qui s'en foutent un peu de la politique, puis des affaires comme ça. Mais, tu sais, tous ces événements-là, ces problèmes-là du système, ça s'accumule dans leur tête. Puis c'est comme un vase qui se remplit de plus en plus. Puis à un certain moment, il y a une goutte qui fait déborder le vase. Puis là, les travailleurs qu'on pensait qu'ils étaient si conservateurs, si tranquilles, ben ils se soulèvent tout d'un coup. Puis là, ils deviennent les plus grands révolutionnaires qu'on n'a jamais vus. T'sais. C'est ça le processus de la révolution. Trotsky, il nommait ça le processus moléculaire de la révolution, qui s'accumule sous la surface, puis qui finit toujours par ressortir. Puis en ce moment, les gouttes, il y en a plein qui s'accumulent dans le vase. Là. On a l'inflation, la pandémie, les inégalités, comme j'ai dit. Partout dans le monde, cette espèce de... ça se remplit, puis il reste vraiment plus grand-chose pour faire déborder le vase. Je pense que tôt ou tard, la révolution mondiale, c'est vraiment à l'ordre du jour. Puis je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Puis si on veut s'y préparer, c'est parce que pour qu'une révolution puisse réussir, parce que c'est bien beau qu'une révolution se produise, mais il faut qu'elle réussisse aussi, bien, il faut que notre objectif de créer un monde meilleur, un monde socialiste, il faut que ça soit conscient dans la tête des gens, il faut que ça soit clair de où on s'en va. T'sais. On ne peut pas juste faire une révolution contre le système actuel, contre le capitalisme. Il faut qu'on fasse une révolution pour quelque chose aussi. Il faut qu'on sache où on s'en va. Puis ça, c'est la question cruciale du leadership. Pour gagner, il va falloir qu'il y ait des gens qui proposent la bonne solution, puis qui la mettent en pratique. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin de gens qui sont des marxistes
j'ai essayé de le montrer dans la présentation. Moi, je pense que être marxiste, en fait, c'est juste avoir une méthode scientifique. C'est avoir une méthode qui permet de comprendre le monde, puis ensuite utiliser cette compréhension-là pour proposer les bonnes solutions, puis les mettre en pratique concrètement. Donc, je pense que plus on est de gens qui sont marxistes, plus on va augmenter nos chances que la prochaine révolution, ça réussisse et qu'on crée vraiment un monde meilleur. Puis, je pense que peut-être dans les dernières années, il y a comme un sentiment que la gauche est comme dans une impasse, qu'on est à court de solutions, on ne sait pas quoi faire. Puis je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup militer, mais qui vont oublier peut-être l'importance d'avoir une bonne théorie, avoir une bonne philosophie à la base, de commencer par ça. Parce qu'on a beau être conscient de tous les problèmes, puis de vouloir les régler, d'être bien intentionné, je pense que si on ne comprend pas d'où viennent les problèmes, dans quel processus global, historique ils s'inscrivent, ben c'est un peu sûr que nos solutions vont pas fonctionner, puis qu'on va tourner en rond. Puis en ce moment, je pense qu'avec le contexte de la crise climatique en plus, on n'a vraiment pas de temps à perdre avec des solutions qui fonctionnent pas, puis qui nous font juste tourner en rond. Puis c'est pour ça que nous, à la riposte, on essaye comme vraiment de retourner à la racine, si on veut, de dire on va aller étudier sérieusement la théorie, la philosophie marxiste, avoir une approche rigoureuse par rapport à ça, pour avoir une idée claire de où est-ce qu'on s'en va quand les choses vont péter, quand la révolution va arriver. C'est là qu'on va pouvoir mobiliser les gens autour de de vraies solutions, des solutions qui vont fonctionner, des solutions révolutionnaires. Et donc, c'est pour ça que je finirais peut-être en vous invitant vous-même à devenir marxiste, à étudier la philosophie avec nous, puis à nous rejoindre, à vous organiser avec nous, parce que la philosophie, en fait, je pense, c'est pas juste des belles idées. Quand la philosophie est entre les mains de des révolutionnaires, ça devient une arme, en fait. Puis c'est notre meilleure arme pour changer le monde, puis pour renverser le capitalisme. Donc, merci.